Bonjour, bienvenue à cette présentation sur les échanges capillaires. Premièrement, dans cette animation, nous devons déterminer les éléments visuels présentés. En tout premier lieu, identifions les compartiments. Nous avons donc le plasma, le liquide constituant le sang. Nous avons ensuite le liquide interstitiel qui entoure les cellules. Nous avons le liquide intracellulaire présent à l'intérieur autant des globules rouges que des cellules des tissus. Et finalement, nous avons la lymphe, le liquide à l'intérieur des vaisseaux lymphatiques. Ensuite, les molécules présentes identifiées actuellement dans le plasma. Donc, il y a un code de couleur identifiant et distinguant chacune des molécules. Nous avons simplifié les différentes molécules présentées dans le plasma. Nous avons ensuite les différentes structures impliquées dans les échanges. Premièrement, au niveau des capillaires sanguins, il y a des pores et des fenestrations présents au niveau des cellules endothéliales, les cellules qui tapissent la paroi des capillaires. Ces pores permettent le passage des petites molécules et empêchent les plus grosses de passer. Il empêche notamment le passage des protéines plasmatiques et des cellules comme les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs. Nous avons ensuite les protéines de transport présents au niveau des membranes cellulaires, que ce soit des canaux protéiques, des perméases ou des protéines de transport actifs comme la pompe sodium-potassium. Et finalement, au niveau des capillaires lymphatiques, il y a des présences de pores qui permettent le passage des molécules présentes au niveau du liquide interstitiel pour les retourner dans la circulation lymphatique. Dans cette animation, la circulation sanguine s'effectue de gauche vers la droite. Nous avons donc le côté artériel à gauche et le côté veineux à droite des capillaires. Dans l'animation, évidemment, il y a un certain débit sanguin dans chacun des capillaires. Il y a donc un déplacement du plasma selon le débit et la résistance présente au niveau du capillaire. Nous sommes en mesure de déterminer la pression exercée sur la paroi du capillaire. Cette pression pousse le liquide, pousse donc le plasma vers l'extérieur au niveau du liquide interstitiel. Il provoque donc la sortie de solvants et de solutés par les pores des capillaires. Cette pression s'appelle pression hydrostatique. Évidemment, s'il y a du liquide qui sort par les pores des capillaires, il y a donc de moins en moins de liquide à l'intérieur du capillaire, ce qui fait donc diminuer le débit et donc diminuer la pression hydrostatique au fur et à mesure que le liquide avance au niveau du capillaire. Ainsi donc, vers la fin du capillaire, le débit est de beaucoup réduit, étant donné la sortie importante de liquide vers le liquide interstitiel. Il y a aussi une autre force présente au niveau des échanges capillaires. Il s'agit de la force liée à la présence des protéines dans le plasma. En effet, tel que spécifié, les protéines sont trop grosses pour passer au niveau des pores des capillaires. Les protéines restent donc à l'intérieur du capillaire. Il y a donc peu de protéines au niveau du liquide interstitiel. Cette différence de concentration au niveau des protéines provoque ce qu'on appelle une pression osmotique. Donc, elle entraîne un déplacement de solvant, dans ce cas-ci l'eau, du liquide interstitiel vers le plasma, et la résultante de ce déplacement tend à équilibrer les concentrations. Étant donné que le nombre de protéines reste constant du début jusqu'à la fin du capillaire, la pression osmotique reste constante tout le long du capillaire, donc provoque le déplacement d'eau avec la même force du côté artériel jusqu'au côté veineux du capillaire.
On peut donc remarquer sur l'animation que les deux forces sont opposées. La pression hydrostatique qui force le déplacement du liquide du plasma vers le liquide interstitiel, alors que la pression osmotique fait un déplacement contraire du solvant, donc de l'eau, du liquide interstitiel vers le plasma. On peut donc mesurer la résultante de ces deux forces qu'on appelle la pression nette de filtration. Donc, en utilisant la comparaison des largeurs des flèches, nous pouvons remarquer que la pression hydrostatique au début du capillaire est plus élevée que la pression osmotique. Il y a donc une sortie de liquide au niveau du départ du capillaire. Et au fur et à mesure que le débit diminue dans le vaisseau, la pression hydrostatique exercée sur la paroi du capillaire diminue elle aussi. Donc, la pression nette de filtration, soit la différence entre la pression hydrostatique et la pression osmotique, cette pression diminue jusqu'à s'inverser, donc vers le côté veineux du capillaire. On peut remarquer que la pression nette de filtration résulte en un déplacement net vers l'intérieur du capillaire, puisque la pression osmotique du côté veineux du capillaire est plus élevée que la pression hydrostatique. Ainsi, au bilan, il y a une sortie de liquide du plasma vers le LI à l'entrée du capillaire et il y a une entrée de liquide du LI vers le plasma du côté veineux du capillaire. Dans cette situation, il y a plus de liquide qui sort du côté artériel du capillaire que de liquide qui entre du côté veineux. Donc, au total, il y a une sortie nette de liquide du plasma vers le liquide interstitiel. Et ce liquide qui s'accumule au niveau du LI va être drainé par la lymphe. Donc, il y aura une certaine quantité de liquide qui va retourner dans la circulation sanguine en passant par la circulation lymphatique